Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce talk. Que- Ce soir, Christian et moi, on va vous parler de Contract First. Et donc, on va parler d'API et d'API REST. Et je vais, on va se présenter un petit peu. Bonjour, je suis Christian Nader, je suis ingénieur chez Decathlon depuis un peu moins d'1 an et je travaille au sein d'une équipe qui s'appelle Digital Engineering et je suis sur des projets de logistique dans la BU Fulfiller. Moi, je suis Gilles Guglielmo, je travaille chez Decathlon depuis 1 an maintenant. J'ai un poste de staff engineer sur le e-commerce. Donc c'est un rôle transverse sur une dizaine d'équipes. Précédemment, en fait, j'ai travaillé pendant très longtemps chez lesfurets.com avec un rôle d'architecte. Donc, bah, je garde cette casquette d'architecte un petit peu dans mon rôle de staff engineer. Alors, Decathlon, pourquoi on vient aujourd'hui vous parler de Contract First et de microservices? C'est parce que il y a 3 ans en arrière, Decathlon a initié un projet de transformation de son SI pour la partie commerce et même au-delà. Decathlon reposait principalement sur un gros logiciel pour gérer son commerce et son e-commerce. Ils ont initié un découpage en microservices. Donc, il y a différentes business units qui participent au projet. Donc, on commence par la core plateforme qui fournit en fait les services de fondation de la plateforme e-commerce, des choses classiques, paiement, gestion des commandes, des paniers, du pricing des produits. La BU commerce à laquelle j'appartiens et qui, elle, s'occupe de gérer tous les fronts, que ça soit mobile, web, mais aussi des applications en magasin. Par ailleurs, c'est elle qui a la responsabilité de fournir le merchandising, c'est-à-dire la présentation du catalogue et des offres sur ces différents canaux. La BU Supply, à laquelle appartient Christian, et qui, elle, gère énormément de logistique des entrepôts jusqu'à la livraison dans les magasins ou chez les utilisateurs qui font des commandes par Internet. La dernière business unit qui est quelque chose qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises, la BU Finance, qui fournit elle des services dans lesquels la plateforme va pousser des traces de transactions pour consolider les résultats de la boîte. Alors pour aujourd'hui, avec cette transformation en microservices, on va parler de contrat parce que c'est quelque chose qui est un peu la clé d'une archi de microservices. Et on va d'abord vous parler de ce qu'est un contrat, puis Christian vous parlera de tout ce qui est relatif au générateur qu'on peut trouver avec l'Open API Group. Alors, parlons un petit peu de Contract First, de quoi il s'agit. D'abord, avant de parler de Contract First, on doit vous parler de ce qu'est un contrat. Un contrat d'API, c'est pas c'est quelque chose que tous les développeurs connaissent depuis de nombreuses années. Ça a pris une petite,
une réinterprétation sur le web et depuis qu'on fait des API REST. Donc c'est un ensemble de endpoints répondent des requêtes et fournissent des réponses. Et ça sur les technologies web. L'historique des contrats d'API web, ça a démarré il y a une dizaine d'années, en 2010, avec un monsieur qui s'appelle Tony Tam, qui bossait chez Warnick, qui maintenant qui a été racheté plus tard par SmartBeer. Et ce gars-là, en fait, il a posé les premières fondations de Swagger. Donc c'était il y a 12 ans, hein. Et puis après, ça, ça est resté longtemps sous l'intitulé Swagger pour, à partir de 2016, faire partie de l'Open API Specification et donc là avoir vraiment une organisation qui normalise en fait Swagger. Donc maintenant aujourd'hui on a un petit peu oublié le terme Swagger, on parle plus d'Open API. Et puis le- la, la date qui est un peu, enfin que j'attendais moi un petit peu avec impatience, c'est quand ils ont inclus JSON Schema, qui est finalement durci et améliore significativement en fait l'aspect OpenAPI pour lui donner beaucoup plus de validation dans les schémas qu'elle décrit. Et donc ça, c'était l'année dernière que la version 3.1 a émergé. Donc un Swagger, ceux qui n'ont jamais ouvert un fichier Swagger, en voilà un. Alors c'est celui qu'on va utiliser un petit peu dans la suite de notre présentation aujourd'hui. C'est un Swagger qui gère des vélos. Voilà, Decathlon, les vélos, c'est un peu la pierre angulaire de la boîte. Euh, et donc, c'est un fichier texte qui décrit en fait les différents endpoints qui vont être, qui vont être disponibles via des appels web HTTP. Alors, on en a parlé de contract first, donc on a parlé du contrat. Et usuellement, on oppose contract first et code first. Alors, pourquoi on les oppose un petit peu? Je vais vous donner quelques éléments pour essayer de comprendre pourquoi il y a plusieurs approches possibles pour avoir un Swagger. Alors, quand on fait du code first, on va, on a une problématique qui est exprimée qu'on veut implémenter à travers un API web. Euh, et, euh, et on va assez vite passer, transformer cette expression de besoin dans une implémentation. Et cette implémentation, en fait, on va décider de l'exposer sous forme d'API web. Et en l'exposant sous forme d'API web, on va, avec le matériel disponible dans le framework qu'on utilise, exposer un schéma qui sera dans sa forme, dans une syntaxe Swagger. Au final, le schéma OpenAPI, il est drivé par l'asset de code. Sur du contract first, en fait, on va procéder de manière significativement différente dans la démarche, puisque on a toujours cette expression de besoin. Par contre, on va formaliser, en fait, au départ, à partir de l'expression de besoin, le contrat d'API, qu'on va écrire dans sa forme Swagger directement. Donc, on va pas écrire du code dans un premier temps, mais on va définir le contrat d'API sous sa forme de OpenAPI. Et par la suite, on va implémenter fournir une implémentation. D'ailleurs, cette implémentation, dans un premier temps, peut-être qu'elle sera moquée d'ailleurs. Et puis après, on pourra la sophistiquer au fur et à mesure. Et donc, l'implémentation vient après
l'écriture du contrat d'API. Donc c'est ces deux approches qu'on oppose. Et ces deux approches, en fait, elles ont ben, des avantages et des inconvénients. Alors moi, je vais évidemment vous parler des raisons de choisir Contract First, parce que lorsqu'on prend une approche Contract First, eh ben, on a, comme on l'a vu, hein, une approche un peu top-down dans la conception d'un nouveau service. Par contre, en fait, ce qu'on va gagner, c'est cette capacité en fait à réutiliser en fait cette définition de service. Évidemment donc comme elle va être maintenue écrite par les développeurs et potentiellement également ça peut être aussi des gens fonctionnels qui viennent contribuer dessus. On va la versionner en tant qu'asset de code quoi, hein. Et puis, elle va être relativement découplée de l'implémentation, puisque l'implémentation va être fournie dans un second temps. Donc, au final, alors, c'est vraiment un des points de pivot du code de l'application, ce contrat. Et ça permet, ben, une fois qu'il est écrit, de paralléliser les développements, puisque en fait, ce contrat, il peut tout de suite servir à des clients qui vont pouvoir essayer de s'interfacer avec, même si l'implémentation elle n'est pas encore faite. Donc enfin, on a des modes de développement parallèles assez vite. On peut également envisager de faire des tests, d'écrire des tests d'intégration plus tôt si on prend des approches DDD ou BDD. Et comme ce contrat, en fait, c'est quelque chose qu'on peut coécrire avec ses clients. Donc, il y a vraiment cette approche collaborative dans la conception qui est assez naturelle, en fait, quand on fait un service web. Et comme on le disait, c'est la principale asset du projet de microservice qui va être versionné. Et donc, la gouvernance est extrêmement naturelle parce que justement, les évolutions, en fait, peuvent pas être subies. Euh, Contrairement à un contrat qui va être drivé par le code où finalement, un développeur qui fait pas attention va produire un refactoring qui va changer le schéma, par exemple. Les inconvénients, bah, il y en a en fait, c'est le revers de la médaille, hein. Je dirais que il y a, globalement, on peut avoir le sentiment que comme on va un petit peu moins vite sur l'implémentation, on peut se dire qu'il y a un coût additionnel de fonctionner comme ça. Ça peut être vécu comme de la rigidité ou une contrainte. Pour moi, le principal inconvénient, c'est que il faut bien apprendre JSON Schema et Swagger assez vite. Enfin, en fait, il faut apprendre à s'en servir et puis à l'exploiter à fond, justement, pour pouvoir tirer parti au mieux de ce contrat d'API, donc qui est quelque part de bien formaliser toutes les contraintes sur le JSON Schema pour que justement il ait qu'on exploite au maximum la sémantique de JSON Schema. Et puis maintenant, on va parler de tooling et c'est Christian qui va prendre la main. Merci Gilles. Et du coup, comme Gilles, vient de vous montrer, dans une approche, contract first, quand on a une modification, quand il y a une modification qui est apportée ou une évolution au contrat d'API, bah, du coup, on va venir, la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre à jour, le schéma. Et une fois le schéma est mis à jour, on va pouvoir, attaquer la phase d'implémentation. Donc cette approche a bien évidemment du coup ses avantages, que Gilles vient de vous montrer, mais elle a aussi des inconvénients, notamment, le design cost et la rigidité face à des projets, et des systèmes qui sont aujourd'hui en évolution constante, et permanente. Et moi en tant que développeur, bah, je souhaite ne pas perdre, la fluidité, et la réactivité.
bah, du coup, enfin que j'ai enfin quand je fais du code first. Du coup, bah, on va venir introduire une nouvelle phase entre, la mise à jour du schéma et son implémentation, qui est une phase de génération de code. Cette fois, bah, bien entendu avec, OpenAPI Generator. Et pour le reste de la présentation, bah, je vais essayer de vous convaincre, de la viabilité de cette approche et de vous montrer, la vraie puissance, de OpenAPI Generator, qui est un outil que j'utilise depuis plus que 4 ans. En conjonction avec du coup une approche, contract first. Bah, et notre approche, notre méthodologie a évolué, le produit lui-même, enfin le projet lui-même, il a évolué, il a pris beaucoup en maturité pendant cette période et aujourd'hui, bah, je serai en capacité de vous présenter, l'utilisation simple, et classique en fait de cet outil, aujourd'hui, mais aussi une utilisation, intégrée pour montrer, le potentiel, de cette approche, enfin de l'approche Contract First combinée, à du OpenAPI Generator. Du coup, mon cycle de vie, de développement, en fait, il ressemble à ça. Donc là, on peut détecter, enfin, différencier 3 méthodes, enfin 3 phases, qui se suivent. Et si vous voulez, on a une phase 0 où, on a une nouvelle demande qui arrive, heu, une évolution ou une feature qui arrive, qui doit être développée. Donc la première chose qu'on va faire, c'est bien entendu, on va mettre à jour notre schéma. Donc cette évolution, on va dire qu'elle modifie notre contrat d'API. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre à jour, notre schéma d'API. Là et après cette partie, on va suivre par, une génération de code avec, du coup, OpenAPI Generator qui va nous générer, du code de plomberie, on va dire, de l'API. Donc il va nous générer des interfaces, les modèles, les contrôleurs, et cetera. Après cette phase, bah, en dernier lieu, en fait, on va pouvoir, implémenter, les modifications au niveau du code métier si on a besoin. Donc là, c'est notre, development cycle si vous voulez et du coup à l'extérieur, en tout cas, c'est pas tout à fait séparé, mais on peut imaginer qu'à l'extérieur de ça, bah, on a tout ce qui est intégration continue, déploiement, ops et cetera. Donc là, on va passer sur la partie pratique. Donc, vous me s j'espère que c'est bon. Là, on est sur notre terrain de jeu. Donc, on va se positionner au niveau de Contract First Demo c'est un projet que j'ai créé pour la démo. Vous le retrouverez aussi sur le GitHub avec, dans le README, bah, les étapes plus ou moins complètes pour, reproduire tout ce que vous voyez aujourd'hui, dans la démo. Donc on va commencer par expliquer ce qu'on a ici. Donc on a, un répertoire client, un répertoire serveur qui sont a priori vides et un répertoire qu'on va laisser pour après, le contract first project. Donc on va commencer par serveur, qui contient, normalement que, bike.yaml. Donc ici, le contexte, c'est que j'ai un serveur de vélo. En fait, j'expose de l'information sur des vélos, je veux faire du get, du post, du delete là-dessus et du coup, bah, j'ai des différents endpoints, et tout ça, j'ai décrit dans un fichier .yaml, très générique, très basique. Donc, on va démarrer. Ce que je vais faire, c'est, la première chose, je vais faire du OpenAPI Generator et je vais générer le code serveur. Donc, pour le faire, je vais utiliser le générateur Spring. Donc là, j'utilise, le OpenAPI, Generator, le client OpenAPI Generator. Hem, donc j'utilise le générateur Spring, donc c'est pour dire que je vais générer du code serveur et ça va être, une application Spring Boot. Donc je lui passe, mon bike.yaml et je vais tout mettre dans, le répertoire serveur. Donc si je lance ça, OpenAPI Generator va me générer un code, enfin une application, Spring Boot, complète. Là, je vais me positionner au niveau du serveur lui-même pour une meilleure visibilité. On va aller regarder le code qu'il nous a généré. Donc, on voit trois parties principales, donc API, configuration et model. Donc dans model, on a, bah, on a les modèles en fait qui sont décrits dans notre,
c'est dans notre schéma. Configuration, c'est la configuration du contrôleur, c'est du basique. Et là, c'est du code serveur, bien entendu. Donc là, on va avoir l'API qui implémente. Donc là, on a une interface Bikes API qui va implémenter du coup, les différents request mappings. Donc là, on est sur /bikes par exemple, et pour cela, ça va nous créer une méthode createBikes, qu'on va pouvoir, derrière, surcharger, son implémentation par défaut qui est not implemented. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est au niveau de, Bikes controller, pardon. Je vais juste copier le code que j'avais prévu pour la presse ici. Donc là, je viens surcharger la méthode showBike by ID. D'accord? Donc je vais juste importer les classes. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai surchargé le endpoint /bikes /id. Je vais venir, loguer, hello Archilocus et je vais, simuler en fait l'appel pour fetcher un vélo. Ici, je vais le construire à la main, c'est pas grave, c'est une démo. Mais imaginons en fait un appel à la base de données ou ce que vous voulez. Donc ici, le nom du vélo, ça va être bike-l'id que j'ai passé. Je vais avoir une couleur, constante. Puis, si je passe l'id 1, il va me retourner un elopse et sinon il va me retourner un between. Heu, l'objet bike, je vais le retourner dans le body de la réponse, et je vais retourner un code, de 100. OK? Donc c'est un, c'est un projet Spring Boot 80-80. Je vais pouvoir aller sur localhost 80-80 et là, c'est assez pratique parce qu'il m'a aussi, il met à ma disposition du coup un Swagger UI, donc c'est un GUI, hein, c'est rien de très sophistiqué, mais ça me permet en fait d'interagir avec mon serveur. Donc là, c'est mon endpoint, que j'ai surchargé. Là, je vais pouvoir interagir avec, donc je vais lui envoyer ID 1, je vais exécuter. Donc là, on voit le call en fait qui a été exécuté et là, on a la réponse. Donc, j'ai bien bike-1, il est rouge et c'est du LOPS et si je lui passe autre chose que 1, normalement mon code, lui renvoie du coup du bike 22 avec du between. Donc tout se passe bien. On voit qu'on est passé 2 fois par la méthode parce qu'on l'a appelé 2 fois. Donc on a un serveur qui est démarré et pour le reste de la démo, en fait, mon serveur, il va rester up et je vais pouvoir du coup l'interroger sur, localhost 80-80. Donc on va continuer. Après avoir, généré le code serveur, on va venir, le consommer. Donc, je vais faire du OpenAPI Generator. Cette fois, je ne vais pas lancer la commande, qui me génère du code client, mais je vais juste l'expliquer. Donc là, j'ai du code client, quand j'utilise le générateur Java avec une librairie REST template. Donc il va me générer un client HTTP, avec du REST template. J'avais déjà préparé ça parce que, si je le lance, en fait, il va me télécharger des dépendances et ça met quelques minutes que j'ai pas pendant la démo. Donc on va passer un peu sur le code, qui est généré. Donc un peu comme, le code serveur, on a trois parties, qui sont intéressantes ici. Dans la partie API, la partie auth pour les configurations d'authentification et on a la partie modèle, donc le classique. Heu la particularité ici, c'est que dans API, du coup, en fait, on a du REST template, qui est implémenté. Attends, je remonte et là, en fait, on voit qu'ils utilisent, ils appellent ça, enfin, c'est une classe, utilitaire, qu'ils appellent, API client, et ils utilisent ça, en fait, pour lancer les appels REST et moi, derrière, en fait, quand je génère ce code, j'ai plus besoin de construire des URL, de configurer le REST template, enfin, tout ça. J'ai plus besoin d'écrire les modèles. J'ai juste à appeler une méthode. Donc c'est assez pratique et c'est très rapide et du coup, il y a moins de chances d'erreur et si on regarde du coup dans API client,
Bah, là, on va voir en fait, une classe la classe utilitaire qui agit en tant que façade, en fait, si vous voulez, pour, configurer, notre HTTP client. Donc là, on va pouvoir surcharger, les headers, les cookies, le base path que moi j'ai déjà modifié pour mettre localhost 8080. On va aussi pouvoir surcharger le REST template. Là, j'ai juste changé ça. Tout le reste, c'est de l'implémentation par défaut, mais tout peut être surchargé, bien entendu. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il m'a généré aussi des tests. Et donc là, je viens regarder le test, qui appelle, du coup show bikes, by ID. Donc là, normalement, si je lance ce test avec bike ID égale 1, bah, il va appeler, mon serveur 8080 parce que c'est comme ça que j'ai configuré. Donc mon serveur, il tourne toujours. J'ai lancé mon test et il m'a bien retourné un vélo. D'accord? Donc c'est du bike-1 red LOps et si on vient ici, on voit que mon serveur, il a été appelé une troisième fois. Donc parfait, on a démarré un client, on a démarré un serveur, pardon, on a généré le code client et on les a fait communiquer ensemble et tout ça en quelques minutes. Donc c'est assez pratique. Heu Cependant, ça résout toujours pas mon problème de rigidité et de coût d'investissement. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une solution one shot. C'est très bien, c'est très bien pour tester des technologies, enfin, de tester plusieurs clients HTTP si on veut. Si on veut bootstrapper un nouveau projet, c'est très bien, mais ça s'arrête là. Moi, je veux pousser, en fait, cette approche, un peu plus loin et donc pour le faire, on va introduire le concept de workflow integration. Donc je repasse sur la démo et là, j'ai plus besoin du client. Je vais garder mon serveur qui est toujours démarré et on va se déplacer dans, Contract First, Project. Donc ça, c'est le sous-module de tout à l'heure. Là, j'ai, j'ai une application, Spring Boot très, très basique, avec des dépendances, de base classiques. Quelques dépendances OpenAPI générateur. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, tout est bien documenté normalement, donc vous pouvez voir ça. Et ce qui est intéressant ici, bah, du coup, c'est la partie plugin. Alors, on va faire du coup de l'intégration dans notre workflow, et pour le faire, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est une manière assez spécifique pour le faire, avec du Java, c'est, de faire du plugin Maven. Mais, c'est pas un outil, c'est pas un outillage plus qu'une idée en fait de, de qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir faire de l'intégration. Vous pouvez faire ça avec des scripts écrits à la main. Nous, ce qu'on faisait, quand on faisait par exemple du TypeScript, bah, en fait, on écrivait des scripts d'intégration de la génération de code, à la main qu'on lançait au moment du build, et cetera. Quand on fait du Java, on a un peu la chance d'avoir, du coup du Maven, enfin de l'intégration avec Maven, Gradle, et cetera. Donc, dans mon plugin, j'aurai 2 exécutions. Ici, le contexte, alors j'ai mon projet, enfin j'ai mon, serveur, de vélo qui est toujours démarré. Et maintenant, j'ai une appli en fait qui va me servir en tant que serveur, de magasin. Donc je suis un serveur de magasin et je donne accès à des, endpoints pour interroger des items. Donc je vais pouvoir appeler, mon application sur slash, item et mon application est censée me retourner un item, et derrière, bah, mon application je souhaite aussi que mon application puisse appeler du coup, mon serveur l'autre serveur de vélo. Ça veut dire que je suis client, du serveur, bike. Donc ce que je vais venir faire, déjà, c'est une exécution en tant que client. Hem, donc je vais consommer bien entendu le même, bike.yaml, que le serveur de vélo et bah, je vais faire du coup du Java, REST template toujours. Le reste Heu, du paramétrage, c'est classique. Vous pouvez aller voir pour un peu plus, de détails et sinon un peu plus intéressant, du coup, c'est la partie, server. Donc là, j'ai un autre YAML qui s'appelle store.yaml
Et du coup, je vais générer, encore une fois, c'est du Spring avec, enfin, en mode, Spring Boot. Donc, c'est du code, du coup, pour me générer du code serveur. Et là, la particularité, c'est qu'on va faire du, delegate pattern. Donc vous avez remarqué, tout à l'heure, quand j'avais démarré mon serveur de vélo, j'ai dû surcharger la classe contrôleur qui a été, générée pour moi et du coup, je l'ai modifiée. Alors quand on fait du workflow integration, on peut plus faire ça. Il y a 2 règles, à suivre. Il faut adhérer à deux règles principales quand on fait du workflow integration. La première, c'est que le code généré, il est considéré immutable, donc on n'y touche pas au code généré parce que l'idée, c'est que, c'est mon schéma, en fait, qui est le driver, en fait, de la réalité ou de la vérité. Et mon code, en fait, c'est, juste une afterthought ou c'est redondant. Le code, il est considéré comme redondant. Donc la deuxième règle aussi, c'est que mon code est considéré comme éphémère. Donc vous allez le voir, quand on va le générer, il sera dans slash target. Donc en fait, le code généré, il ne sera pas committé, il existera qu'au moment du build, au moment, de la compilation. Et à part ça, en fait, nous, on considère qu'il n'existe pas. Et c'est pour cela qu'on a besoin de faire du delegate pattern pour qu'on puisse, surcharger, le contrôleur, qui est généré. On va vous montrer comment ça se fait. Mais juste avant de faire ça, je vais vous montrer un peu le scope, de ce qu'on a implémenté jusqu'ici. Donc on a quasiment rien à part dans resources, on a le store.yaml. Donc j'ai mon YAML qui est ici et derrière, bah, dans mon application, c'est du Spring Boot, très, très basique, sans aucune configuration et puis, bah, j'ai, l'implémentation, de items, IMPL qui implémente, quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, ça s'appelle la Items API, Delegate, donc c'est très bien, mais mon compilateur, il me dit: «Bah, en fait, je connais pas, c'est quoi ça?» donc on va générer tout ça. Donc pour le faire, on va faire du maven, clean generate, generate sources. Et du coup, là, mon plugin, Maven va me générer, bah, le code client et le code serveur et du coup, bah, tout seul, maintenant mon compilateur, il est content maintenant. Donc je vais juste m'arrêter un peu pour vous montrer le code qui a été généré. Donc si je descends dans source, Java, donc là, on voit le code client. Donc c'est exactement le même qu'on a vu avant, donc on va pas s'arrêter là-dessus. Et dans la partie serveur, bah, ça se rapproche beaucoup, avec pardon, une toute petite, particularité, c'est, bah, du coup, le Items API Delegate. Voilà, donc ça, c'est l'interface Delegate qui va nous permettre, en fait, de surcharger, les, méthodes les méthodes contrôleurs. Ici, j'ai une implémentation assez basique en fait, de tout ce qui est create, delete et cetera et pour, get item, j'ai une implémentation un peu plus, enfin sophistiquée pour la démo. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est, bah, on va déjà loguer, hello from storage server, puis on va appeler donc rappelez-vous, on a généré du coup du code client, donc on va pouvoir utiliser Bikes API pour envoyer, pour fetcher depuis notre serveur, de vélo qui est toujours démarré. Donc on va fetcher un vélo et puis on va retourner un accepted avec, du coup dans le body, un item et vous remarquez ici que j'utilise, le pattern builder, ça je vous laisse un peu découvrir comment j'ai fait ça. C'est en regardant le POM. C'est assez, voilà, c'est assez intéressant de voir, les capacités en tout cas de OpenAPI Generator. Hem Et du coup, bah, là, en fait, la particularité, c'est qu'on va retourner à une description de cet item avec, la couleur du vélo et bah, la brand, du vélo. OK? Donc comme j'ai dit, c'est encore un autre serveur, Spring Boot, donc on va le démarrer. Cette fois, je l'ai configuré, pour démarrer, pour qu'il démarre sur, 80-88. Donc on attend juste qu'il se démarre. OK, donc il est bien là. Donc là, je vais pouvoir faire un curl sur 80-88/stores, v1, items/2.
Et là, on voit bien qu'il me retourne une 202 avec, du coup, un objet item avec la description, avec la couleur et bah, du coup, c'est du between vu que j'ai envoyé sur du 2. Voilà, donc là, on a montré en fait, bah, comment tout est bien raccroché ensemble. Je vais juste, du coup, montrer comment ça se passe, quand on a une certaine évolution qui est demandée. Donc là, je vais arrêter mon application parce qu'il y a une demande, de mon PO, pour changer en fait, on va changer l'objet item en fait. On va changer ce qu'on envoie en fait dans le body de notre réponse et ce qu'on accepte aussi. En fait, on avait une propriété qui s'appelle available, qui n'est plus, on va imaginer qu'elle n'est plus utilisée. À la place, on va avoir la couleur. D'accord? Donc on va avoir color, type, string. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'était la demande. Mon PO, il m'envoie ce store.yaml. Moi, la première chose que je viens faire, c'est un Maven, clean generate sources. Donc je vais régénérer mes sources parce que mon YAML a changé. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais passer sur mon implémentation et je vais me rendre compte que directement mon compilateur, il me dit en fait, bah, je reconnais plus available et du coup, bah, moi je sais qu'il reconnaît plus available parce que, ça n'existe plus et à la place, j'ai, color et du coup à la place de color, bah, je vais mettre, break.getColor, donc ça me convient et j'ai une autre implémentation ici que je vais devoir changer pour qu'il soit content aussi. Color, je vais mettre whatever ici, peu importe. Donc voilà, c'est tout, hein. Il m'a régénéré mon code, mes modèles, il m'a régénéré mes interfaces et moi j'ai rien à faire, à part, faire les modifications qui sont, du coup, dans ce cas, nécessaires au niveau de mon implémentation. Donc là, si je refais un Maven, Spring Boot Run, là, on va relancer, par exemple, avec un. On va voir que, bah, en fait, bah, tout va bien. J'ai toujours un red, c'est un LOPS cette fois parce que c'est /1 et là on voit que, bah, en fait available true, a été remplacé par, color red. Donc j'ai, effectivement en fait, fait une évolution au niveau de mon serveur et je vais pas le montrer ici, mais c'est exactement la même chose si jamais l'évolution vient d'ailleurs. Donc en fait, je suis client de Bikes. Si jamais le serveur Bikes, il est mis à jour, il y a une nouvelle version, et cetera. Bah, tout ce que j'ai à faire, c'est, je signale j'indique que je suis sur la nouvelle version, dans mon POM et bah, du coup, je fais un Maven generate sources et puis, bah, tout le reste, c'est fait pour moi. Heu, donc on a vu comment on fait du workflow integration pour en tirer au maximum en fait de l'approche et de OpenAPI Generator et donc il reste un dernier concept à vous présenter. C'est le concept du, schema compliance. Donc schema compliance, c'est pas un truc, qui est juste pour, quand on fait du contract first. Mais c'est en général, en fait, quand on présente un schéma à des clients, il faut s'assurer que notre implémentation, elle correspond bien à ce schéma. Et du coup, pour faire ça, on va vous présenter, un petit outil qui s'appelle, Schemathesis, qui est une librairie Python. Donc là, je vais aller hyper vite. Je sais qu'on va pas trop comprendre ce que je suis en train ou comment on est arrivé ici, mais si vous suivez le README, vous pouvez le démarrer, vous-même aussi. Donc là, je vais lancer schematicus run sur, du coup, store.yaml. Je vais lancer sur tous les checks et vu que mon serveur, il est encore démarré sur 80-88, bah, je vais lui passer, du coup, mon serveur pour qu'il bombarde, mon serveur de test. Donc, on va le lancer. Donc là, il est en train, Schematis, il génère des tests à la volée et bah, il attaque mon serveur avec plein de tests pour tester, justement si mon schéma correspond bien à mon implémentation. Et là, il me renvoie une erreur, dans le compte rendu. Il me dit en fait,
j'ai reçu une 202 sur /items/id et je comprends pas, dans ton schéma, tu m'as dit que, bah, en fait, tu devrais renvoyer une 200, 400, 404 et 500 et c'est tout à fait vrai parce que moi, ici, j'ai fait un accepted au lieu de renvoyer un OK, qui est du coup une implémentation tout à fait acceptable d'un point de vue, compilation, mais elle est pas compatible avec le schéma que j'ai présenté. Là, si juste je viens redémarrer mon serveur une dernière fois, donc là, mon serveur, il est démarré et je vais relancer, Schemathesis et là, normalement, je devrais avoir, du vert partout. Hem, donc là, on a vu en fait il a lancé, à peu près 2000 tests, 2000 tests en, genre 14 secondes ici. Sachant que j'ai plein de choses démarrées sur mon ordi et que c'est pas c'est il y a des meilleures perfs, qu'on puisse retrouver. Mais du coup, voilà, donc ça, c'est pour le voilà, schema compliance. Donc en takeaway, donc qu'est-ce qu'on a vu? Juste pour, réitérer une dernière fois. Donc on a généré des clients, on a vu que, c'est assez pratique, de générer du code client, des clients SDK, surtout pour tester, des technologies. Pareil pour les server stubs. Pour bootstrapper, du coup, le démarrage d'un projet ou autre. On a vu comment, combiner tout ça avec du workflow integration en respectant du coup les 2 règles principales, du coup pour garantir, et garder la fluidité, et du coup, se débarrasser de la rigidité de l'approche, dans sa théorie. On a vu, Schemathesis pour assurer le schema compliance. On n'en a pas parlé, mais il est possible aussi de générer de la documentation. Donc on a un schéma en entrée, on peut avoir un autre schéma en sortie, mais avec, du coup, des exemples, enfin ce qu'ils appellent examples dans les API qui correspondent à l'implémentation spécifique que vous avez dans votre code. Et finalement, bah, le projet, OpenAPI lui-même, qui est un projet open source, depuis, plusieurs années, qui est utilisé par des grands joueurs comme, Microsoft et Datadog et autres. Et il est backé du coup par une très grande communauté de développeurs, dans plein de langages et plein de générateurs que vous pouvez utiliser, et du coup, je vous invite, à plonger là-dedans. Il y a plein de choses à faire et c'est assez intéressant. Bah, sur ça, merci beaucoup et merci Gilles et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous contacter aussi après. Merci messieurs, je mets le son. On a quelques questions de Clément, donc qui est très content d'avoir découvert chez Mathé6 et qui nous posait une question. Qui génère le fichier OpenAPI, le métier, le PO ou les devs chez vous? D'accord, je prends la question Gilles du coup. Nous, on a plusieurs façons de travailler. Il y a pas il y a pas, il y a pas une règle, il y a pas des règles strictes. On peut faire, tout et n'importe quoi. Dans mon équipe, on a des PO qui sont assez, techniques, mais et d'autres qui sont moins techniques, qui utilisent un GUI pour faire les modifications, au niveau du fichier OpenAPI. Il y a pas vraiment besoin en fait de connaître la spécification en profondeur. On peut juste, il y a des solutions qui existent pour faire ça. Euh, moi personnellement, je modifie directement dans le Swagger, dans le OpenAPI, quand il y a une demande qui arrive. Mais voilà, il n'y a pas de règle rigide là-dessus. De mon côté, j'ai un peu la même réponse, mais en tout cas, j'ai aussi un PO notamment qui fait la définition vraiment des API complètement. Ok. Sur, sur des,
sur des API, sur des microservices vraiment techniques. Et lui-même, je pense que, enfin, il est suffisamment technique et puis il est plutôt satisfait de ce rôle-là. Finalement, bah, ses clients à lui, c'est d'autres équipes qui utilisent le service. Donc, je trouve que c'est une relation qui est intéressante pour un PO tech, d'aller rencontrer les autres équipes et puis de faire la synthèse de leurs besoins et puis de proposer des changements sur des nouvelles versions du schéma. Voilà. Ok, Très bien. merci. Une question sur le TDD. Alors, on pourrait discuter des heures du TDD. Alors, la question c'est, on peut coder en TDD, donc potentiellement nos objets ne sont pas vraiment figés. Du coup, avec le contract first, ça rend le TDD plus compliqué. Euh, alors, du coup, je vais donner un bout de réponse. Je me permets, Gilles. Euh, du coup, nous, personnellement, dans nos équipes, on est en full TDD, pareil. Et on trouve que ça se marie très, très bien avec justement le contract first. Parce que, en fait, ça dépend de quel type de DDD vous faites. Mais peut-être si vous faites du TDD classique avec des tests, des tests unitaires, c'est peut-être pas la meilleure approche pour vous. Nous, ce qu'on fait, c'est du TDD avec des tests d'intégration directement. Et quand on fait ça, en fait, c'est tout à fait possible en fait de dire, sachant que, imaginons qu'il y a une nouvelle feature pour un nouveau endpoint. Donc notre TDD, il va dire, en fait, imaginons qu'on appelle ce endpoint et il doit me retourner ça. C'est très bien. Mon endpoint n'existe toujours pas, donc mon test, il va être rouge. Donc je vais aller dans mon contrat, au lieu d'aller dans mon code, je vais aller dans mon schéma et je vais juste rajouter ce endpoint. Je vais faire un generate sources et maintenant mon test en tout cas, peut-être il est pas vert, mais enfin il a changé de rouge. En tout cas, le endpoint il sera existant pour lui. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pas tout à fait contradictoire. Euh, dans une approche TDD, le test il commence rouge. Et puis, en fait, petit à petit, vous changez votre schéma. Donc, vous aurez accès au modèle, vous aurez accès au endpoint. Et voilà, et c'est naturel. Ça se développe naturellement. Ok, merci beaucoup messieurs. Et n'hésitez pas effectivement si vous voulez continuer à échanger avec Christian et Gilles à le faire sur le Slack.